Cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre scolaire. Dans ce cours sur les mouvements, les études du mouvement d'un système, on va définir le vecteur variation de vitesse et voir le lien entre ce vecteur variation de vitesse et les sommes des forces appliquées sur un système qui lui-même est modélisé par un point matériel entre deux instants voisins. Et on réfléchira au rôle de la masse. Alors le vecteur variation de vitesse est défini par rapport au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est lui-même défini comme un vecteur qui aurait la norme correspondant à la vitesse instantanée en ce point, par exemple 12 mètres par seconde, et on représente avec une certaine échelle où on représente par exemple 1 cm pour 10 mètres par seconde. Le vecteur vitesse a aussi le sens et la direction de la trajectoire du point M, et le point M modélise le système, le mobile, qui bouge et duquel on étudie le mouvement. Alors si on peut définir un vecteur vitesse V3 au point M3 et un vecteur vitesse V4 au point M4, le vecteur variation de vitesse c'est tout simplement V4 moins V3. Et alors on dira par exemple le vecteur variation de vitesse en V3, eh bien c'est le vecteur V4 moins V3. Autrement dit, le vecteur V3 c'est ce qu'on constate en M3. Il va y avoir une variation de vitesse qui va permettre en M4 d'arriver avec un vecteur V4. Alors il s'obtient graphiquement en ajoutant au vecteur V1, alors ici c'est pas très juste, ici on devrait avoir ici le vecteur il est dans l'autre sens, le vecteur V1 il est comme ça, le vecteur moins V1 est comme ça, donc ici je fais V2 moins V1 et j'obtiens le vecteur variation de vitesse, et donc si V1 est ce vecteur là et V2 est ce vecteur là, je pourrais aussi le construire comme ça, je vois que le vecteur variation de vitesse, ça va être ce vecteur, ce vecteur là, qui est celui qu'on avait déjà dessiné là. Alors quand les points sont très rapprochés les uns des autres, qu'on fait une analyse avec un intervalle de temps entre deux images, par exemple pour une analyse de vidéo qui est très petite, alors ce vecteur variation de vitesse est calculé correctement comme on l'a écrit, mais il se peut parfois que quand on a un intervalle de temps important, on va pouvoir avoir de meilleurs résultats en prenant en compte non pas le point d'après et le point où on veut calculer la vitesse, mais en prenant le point d'après et le point d'avant et en calculant le vecteur vitesse qui serait la moyenne de la vitesse sur tout le trajet entre M2 et M4 divisé par l'intervalle de temps qu'il y a eu entre M2 et M4. Cette analyse en prenant le point d'avant et le point d'après, au lieu de prendre le point d'après et le point considéré, amène parfois de meilleurs résultats expérimentaux. Effet d'une force sur le mouvement. Alors quand on a un système matériel comme ici cette balle, on va le représenter par un point matériel, donc en fait on se fiche la forme de la balle et on se dit tout se passe comme si j'avais toute la masse de la balle qui est appliquée en un point précis qui est le centre de gravité de la balle. Alors si je fais ici le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur la balle, il y a son poids, il y a aussi la force exercée par la raquette sur la balle au moment du choc, et au moment du choc, tout se passe comme si je n'avais qu'une seule force orientée comme ce vecteur rouge qui est la somme vectorielle des deux forces, et donc tout se passe comme si la balle n'était soumise qu'à une seule force qui était ici cette force qu'on appelle une résistante. Là, une résultante. Et la résultante s'écrit souvent somme des forces, donc le symbole somme, et somme de toutes les forces appliquées sur le système. On peut aussi voir cette écriture, rencontrer cette écriture, donc force résultante. Alors, effet d'une force sur un mouvement. On distingue la cinématique, qui est la science qui décrit simplement le mouvement, donc dans lesquels on s'intéresse juste à la trajectoire, à la vitesse, etc. Et la dynamique, c'est la science qui essaye de relier les caractéristiques du mouvement à ses causes. Et les causes, ce sont des forces.
Alors des forces de gravité, des forces électriques, des forces de frottement, il existe toutes sortes de forces. Et quand on fait le bilan des forces qui s'appliquent sur un point matériel, eh bien on va pouvoir en déduire sa trajectoire, son mouvement, les caractéristiques de son mouvement. Alors pour bien comprendre la première partie qu'on appelle le principe d'inertie, une première loi de Newton, il faut revenir à la conception des anciens. Alors il y a très longtemps, les Grecs, et notamment Aristote, partaient de simplement ce qu'on peut constater en tirant quelque chose, un objet sur une surface. Eh bien, en fait, tant qu'il y a une force nulle, eh bien, j'ai une vitesse nulle. Et si j'ai une force non nulle, eh bien, je vais avoir une vitesse non nulle. Bon, ça, c'est du bon sens, mais c'est faux. Pourquoi ? En fait, ici, ce qui se passe dans cette situation dépend plus des frottements entre le sol et l'objet qu'on tire que du mouvement de l'objet lui-même. Pour bien raisonner en mécanique, il faut faire abstraction, il faut chercher des lois qui sont valables, y compris dans des endroits où il n'y a pas de frottement. Les frottements ne sont qu'un cas particulier de force qu'on va appliquer au système. Alors là où c'est très efficace de faire de la mécanique, eh bien c'est dans la situation ici de cet astronaute, il n'y a pas de frottement, et là on peut vraiment faire de la mécanique et comprendre les lois de la mécanique plus simplement. Et alors ici, si un objet a un mouvement, par exemple, je prends quelque chose et je le lance, eh bien, s'il est loin de tout corps, donc loin de la Terre, et qu'il n'y a pas de gravité à cet endroit-là, s'il n'est soumis à aucune force, eh bien dans ce cas, il va continuer avec une vitesse rectiligne, avec un mouvement rectiligne uniforme. Donc je dessine ici un objet qui serait lancé, donc il a son vecteur vitesse qu'il conserve. Donc on a toujours le même vecteur vitesse au cours du temps. Et donc en fait, si la somme des forces est nulle, ça ne veut pas dire vitesse nulle, ça veut dire vitesse constante. Et bien sûr, si l'objet est initialement au repos par rapport à la Terre et qu'il est soumis à aucune force, eh bien il va rester au repos. Donc on peut dire ou vecteur nul. En fait, vecteur nul, l'immobilité n'est qu'un cas particulier d'une vitesse constante. Et par contre, si la somme des forces qui s'appliquent sur lui est différente du vecteur nul, c'est-à-dire qu'à un moment ici, donc il a son mouvement ou il n'a pas de mouvement, et à partir d'un certain moment, j'exerce une force sur lui, par exemple c'est une bille d'acier et j'approche un aimant qui va l'attirer, et bien à ce moment-là, on va le faire dévier de sa trajectoire et on va avoir un vecteur vitesse qui n'est pas constant. Et un vecteur vitesse peut ne pas être constant, soit avec une norme du vecteur vitesse qui change, soit avec la direction du vecteur vitesse qui change, ou les deux. Alors, ce que je viens d'expliquer est repris dans le texte qui suit. Alors, une force a pour effet de modifier la trajectoire et ou la valeur de la vitesse d'un objet. Un ensemble de forces dont la résultante et somme des forces est non nulle est responsable d'une variation du vecteur vitesse du système. Si la somme des forces est non nulle, alors la variation du vecteur vitesse est non nulle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un référentiel galiléen ? On dit que les lois de Newton s'appliquent dans un référentiel galiléen. Alors, la définition dit qu'un référentiel est galiléen si le principe d'inertie est vérifié dans celui-ci. C'est-à-dire, si la somme des forces est nulle, eh bien, l'objet est immobile. Bon. Il existe des référentiels dans lesquels ce n'est pas le cas. Alors, on appelle référentiel un objet qui sert de référence. Prenons par exemple un objet de référence qui servirait de référentiel, qui serait un cheval d'un manège, un manège pour enfants avec un gros cheval et sa barre qu'il y a au-dessus. Et donc le manège tourne et on considère comme référentiel ce cheval. Bon, alors si je pose une bille sur le cheval à un endroit plat de celui-ci et que je la lâche, eh bien elle ne va pas rester immobile.
elle va aller vers l'extérieur du manège à cause de la force centrifuge. Donc voilà, sur ce petit exemple, un autre exemple aussi, si je laisse la balle chuter, je pourrais m'attendre à ce qu'elle chute verticalement le long du mât qu'il y a à travers le cheval, hein, du piquet de bois qui passe à travers le cheval du manège. Eh bien non, à cause de la force centrifuge, elle va s'éloigner du centre et elle va être projetée vers l'extérieur du manège. Il va y avoir aussi d'autres effets à cause de ce mouvement de rotation. Et donc vous voyez que en fait, ce qu'on appelle un référentiel galiléen, eh bien c'est un référentiel qui n'est pas en rotation. Enfin, un exemple de référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le solide de référence ne subit pas de rotation trop rapide parce que sinon il y a des effets qui apparaissent qui font que les lois de Newton ne sont plus suffisantes pour décrire le mouvement. Alors, la Terre est un cas particulier un peu délicat à considérer puisque en fait la Terre est en rotation sur elle-même, donc elle est exactement comme sur le manège. Sauf que comme elle tourne suffisamment lentement, les effets de la force centrifuge sont faibles et on va pouvoir considérer qu'à la surface de la Terre, comme elle ne tourne qu'à un tour en faisant un tour en 24 heures, eh bien tout se passe comme si elle ne tournait pas et que notre référentiel est vraiment galiléen. Dans certains cas, ça ne marche pas. Pour par exemple prévoir la trajectoire des masses d'air, eh bien, on ne peut pas prendre les lois de Newton simplement. On est obligé de considérer les effets de la rotation de la Terre et c'est ça qui, par exemple, fait tourner les masses d'air pour faire les belles images de nuages de dépression qui forment des spirales qu'on voit dans un bulletin météo. Voilà, fin de la parenthèse sur les référentiels galiléens. On revient à nos lois de Newton qui fonctionnent dans nos référentiels classiques galiléens. Alors, variation de vitesse est résultante des forces. Le vecteur variation de vitesse qu'on a défini tout à l'heure peut être relié à la somme des forces qui s'appliquent sur un système et en fait il va y avoir une proportionnalité entre les deux. Proportionnalité, ça veut dire, eh bien, plus la force qui s'exerce sur le système est importante, plus je vais faire varier la vitesse au cours du temps. Et on a un coefficient de proportionnalité dont on reparlera tout à l'heure. Alors, le vecteur variation de vitesse au point M2 est de même direction et de même sens que la résultante des forces, somme des forces s'appliquant au système à l'instant t, et sa valeur delta V2 est proportionnelle à l'intensité de la somme des forces. C'est ce qu'on vient de décrire juste avant. Rôle de la masse. Eh bien, la masse, c'est l'inertie d'un système. Plus un système est lourd, plus il conserve, plus il a tendance à conserver sa vitesse. Alors s'il est immobile, comme ici au départ, il va avoir envie de rester immobile et ça va être très difficile de le mettre en mouvement. Et donc ça donne l'épreuve de lancer de poids où il faut exercer une grande force pour arriver à lui communiquer une vitesse. On dit que son inertie est grande. Alors, quand un objet a une grande inertie, eh bien, il ne va pas être facile de le faire varier de vitesse. Par exemple, si vous avez ce projectile qui a pris une certaine vitesse, qui est lancé comme ceci, et qui a une certaine vitesse et il est lourd et il est massique, eh bien, ce n'est pas en soufflant dessus, par exemple, quelqu'un qui serait là, qui souffle dessus et qui exerce une toute petite force comme ceci. Alors attention, ici j'ai dessiné un vecteur vitesse et là je dessine un vecteur force, ce n'est pas la même nature de vecteur. Eh bien, une toute petite force exercée sur quelque chose de lourd qui va dans ce sens-là, cette petite force ne va que très très peu faire varier son mouvement. Inversement, si ici, au lieu d'avoir cette masse métallique qui est le poids et qui est très lourde, si j'ai une balle de ping-pong qui a une certaine vitesse, je souffle dessus et je vais très facilement pouvoir faire varier sa trajectoire, tout ça parce qu'elle a peu d'inertie, parce qu'elle a une masse faible. Alors la force résultante, qui est proportionnelle à delta V sur delta T, est aussi proportionnelle à la masse de l'objet, ou inversement, la variation de vitesse va être inversement proportionnelle à la masse. Si la masse est grande, ça varie peu, la variation de vitesse va être faible. Tout ceci nous amène à la relation approchée de la deuxième loi de Newton. Alors, la loi de Newton dit que la masse fois
le vecteur variation de vitesse divisé par l'intervalle de temps va être égal à la somme des forces appliquées sur le système. Alors ce facteur ici, delta V sur delta T, va l'année prochaine être relié à ce qu'on appelle un vecteur accélération. Mais en première, on reste sur cette définition simplifiée de l'accélération qui est la variation du vecteur vitesse sur l'intervalle de temps, delta t étant le temps qui sépare un moment où on a analysé une situation 1 d'une situation 2. Voilà, avec un vecteur vitesse qui a pu varier comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc cette loi qui va permettre de relier les forces et la variation du vecteur vitesse, c'est-à-dire le mouvement, va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour la chute libre. Puisque pour la chute libre, on est dans le cas particulier où, si on a que le poids qui s'applique, on néglige dans un premier temps la résistance de l'air, et bien s'il n'y a que le poids qui s'applique, et bien la somme des forces va être égale à m fois g, g étant le champ gravitationnel de la Terre en vecteur. Donc on va pouvoir écrire que m fois delta v sur delta t, c'est-à-dire le premier membre de cette relation simplifiée, est égal à la somme des forces, c'est-à-dire à m fois g. On voit que dans cette situation, on peut simplifier par m et le vecteur variation de vitesse rapporté au temps va être égal au vecteur intensité de l'apesanteur, au vecteur g qui est vertical vers le bas et qui a pour norme 9,81 mètres par seconde au carré ou newton par kilogramme. Ce sont deux unités qui conviennent pour décrire cette grandeur de 9,81. Donc cette grandeur, oui, pourquoi on voit le G, on le connaissait plutôt comme le lien entre P égale mg. Donc le newton par kilogramme proviennent de cette définition-là. G, c'est le vecteur poids divisé par m, donc c'est des newtons par kilogramme. Mais c'est aussi une variation de vitesse par unité de temps. Or, une variation de vitesse, ça se mesure en mètres par seconde, divisé par une durée en secondes, ce qui fait que l'unité de ce vecteur delta V sur delta T, ce sont des mètres par seconde au carré. Ce sera aussi l'unité de l'accélération qui sera définie en terminale. Alors, pour la chute libre, eh bien, on va avoir une variation de vitesse qui est égale à 9,81 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'on gagne 9,81 mètres par seconde à chaque seconde de chute libre. Si on arrondit à 10, au bout d'une seconde de chute libre, on est à 10 mètres par seconde, au bout de 2 secondes de chute libre, on est à 20, au bout de 3 secondes de chute libre, on est à 30 mètres par seconde, etc., etc. Au bout d'un moment, les forces de frottement ne seront plus négligeables et on va avoir ici au poids va s'opposer une force de frottement aérodynamique. Alors au début, quand la vitesse est faible, la force de frottement ne compense pas le poids. Ça veut dire que on continue à chuter, mais l'accélération, la variation de vitesse est moins rapide. La vitesse augmente de plus en plus lentement. Mais elle augmente quand même. Donc comme la vitesse augmente, eh bien, la force elle augmente aussi jusqu'à devenir égale en norme au poids. Et quand elle s'oppose exactement au poids, eh bien, la somme des forces, la résultante, eh bien, c'est égal au vecteur nul. Et quand on arrive dans cette situation, somme des forces égale vecteur nul, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ceux qui n'ont pas bien retenu la leçon diraient que ça s'arrête, et c'est bizarre, il s'arrête au mieux en plein air. Non, on a dit tout à l'heure que somme des forces égale 0 voulait dire vitesse constante. Donc il n'accélère plus et donc il n'accélère plus. Si à un moment donné il écarte les bras et il cherche à résister plus dans l'air, alors la force aérodynamique peut être plus grande que le poids. À ce moment-là, la résultante est vers le haut, la résultante des forces est vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'il va remonter, il continue à descendre. Mais par contre,
sa vitesse va diminuer. Donc on va avoir, au début on avait un vecteur vitesse qui est comme ça, mais comme on va avoir un vecteur variation de vitesse qui est comme ça, sa vitesse va être comme ça. Autrement dit, ça veut dire qu'il va chuter moins vite. Autrement dit, quand on écarte les bras en parachutisme, eh bien on ralentit sa vitesse. Et si inversement on cherche une position plus aérodynamique telle que la force aérodynamique est plus faible, eh bien on va accélérer jusqu'à ce que, à nouveau, à cause de l'accélération, la force aérodynamique compense exactement le poids. Voilà pour ce cours de mécanique.